Bonjour à tous, bienvenue à vous sur votre tribune de littérature. Nous sommes samedi, les 11 h. Vous connaissez bien ce rendez-vous. C'est cette tribune qui vous permet en tout cas de découvrir un auteur avec son ouvrage et d'en appréhender le contenu. Aujourd'hui, j'ai appelé pour vous et je reçois pour vous Nelly Tekle Abiala, qui a publié un essai tout récemment. Le titre c'est Entrepreneuriat ou l'appel ou appel de la destinée. C'est paru cette année même. Madame Abiala, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Je dois le rappeler, nous sommes dans votre bureau. Merci de nous offrir l'hospitalité. Alors, vous avez publié Entrepreneuriat ou appel de la destinée. Quand je lis le titre, j'ai l'impression que entreprendre, ce n'est pas une affaire de volonté, mais de destinée. En quoi est-ce que entreprendre a un lien avec la religion ou Dieu? Avec la religion ou Dieu? D'accord. Je n'aurais pas vraiment dit ça. Je dirais plutôt que ça a un lien avec la foi. C'est vrai. Mais pas spécialement la religion. Mais la foi énormément parce que entreprendre, c'est se lever un matin et détecter un besoin, voilà, et décider de le combler. Mais ne sachant pas par où commencer, ni comment y arriver en fait. Et ce qui va nous permettre en fait d'aller jusqu'au bout, c'est vraiment la détermination. C'est beaucoup de foi, voilà. Comme je dis, c'est un peu de folie. On sait qu'on va y arriver, mais on ne sait pas comment. Et comment on acquiert cette foi-là? On est avec, on la prend en chemin, c'est notre papa qui nous la donne. Comment on fait? Il y en a, vous verrez dans le livre que j'ai parlé d'entrepreneurs nés, il y en a qui naissent avec. Parce que justement, les parents leur ont servi de modèle. Et toute leur vie, ils les ont vus se battre, ils les ont vus entreprendre et ils les ont vus justement avancer avec détermination, avec foi. Il y en a par contre qui l'acquiert en cours de route, comme j'ai l'habitude de le dire. Et en cours de route, c'est comment? C'est face aux difficultés. C'est à force de rencontrer des difficultés et de venir à bout de ces difficultés qu'on se rend compte en fait qu'il n'y a rien d'impossible et qu'on peut aller au-devant de tout ce qu'on entreprend en fait. C'est pour ça que la place de la difficulté, elle est énorme. Avant d'entreprendre, il faut savoir que c'est un chemin difficile. Et il faut entrer en soi pour aller chercher les ressources justement d'aller au bout. Vous dites qu'il y a des entrepreneurs opportunistes aussi. Exactement. Comment on les définit, comment on les remarque? L'opportuniste, en fait, c'est celui qui saisit une opportunité qui se présente. C'est celui qui, comme je le dis, vit dans le présent. D'accord? Il est présent de cœur, il est présent d'esprit, il est présent de tête, de tout ce qu'on veut. Il se rend compte que, mais ça, c'est cadeau, ce qui est en train de s'offrir. Et il fonce dedans, il saisit l'occasion. Et quand vous regardez un peu les plus grands entrepreneurs, ils sont partis un peu dans ce sens-là. Ils ont saisi surtout des crises. Pendant que tout le monde trouve que tout va mal, eux, ils se disent, mais non, justement, c'est l'opportunité de pouvoir se démarquer. Des profiteurs, vous voulez dire? On ne les appellera pas comme ça. Ils profitent des bonnes occasions que la vie offre, en effet. Alors, le profil, le troisième que vous décrivez dans votre ouvrage, c'est l'entrepreneur cheval indomptable. Ah oui. Qui est-il, lui? Cheval indomptable, c'est celui qui vit pour la liberté. Il ne peut travailler pour personne, il ne travaille que pour lui. Et en général, ce sont les artistes. Ce sont les artistes parce qu'ils sont dans leur monde. Voilà. Et eux, c'est même très très difficile, comme je le dis, de saisir leur réalité. Parce qu'ils ont leur réalité qui n'est pas la nôtre. Ils font un tableau, ils vous le donnent. Vous regardez le tableau, ils ont 10 000 messages qu'ils ont passés à travers ce tableau. Vous ne comprenez pas, mais eux, ils comprennent. Il suffit qu'ils le lisent, qu'ils vous le présentent et vous vous rendez compte que, mais waouh. J'en ai un ici, par exemple, juste dans le bureau. Là, quand vous regardez, oui, juste en face, là, quand vous regardez, moi, je me suis dit, waouh, il est beau ce signe. Et j'ai acheté le tableau et l'artiste me dit, mais madame, ce n'est pas un signe. Il dit, c'est la vie. Je dis, ah oui? Il me dit, mais regardez les couleurs. La vie, elle est faite de couleurs. Il s'est mis à m'expliquer. Mais le vert, vous voyez de l'espoir. Dans le jaune, vous voyez de la richesse. Dans le rouge, vous voyez du courage. Et il explique et il me dit, ce sont les saisons de la vie. Et à chaque moment, on aura besoin d'espoir, on aura besoin de courage. On aura des moments où on va pleurer, on aura des moments où on va rire. Et c'est ce que j'ai illustré à travers le tableau. Ils sont dans un monde à part. Ils sont dans un monde à part. Mais eux, je les aime bien. Quel est le profil qu'on rencontre le plus dans le contexte béninois? Dans ce contexte-ci, on rencontre aujourd'hui le profil qu'on rencontre malheureusement le plus, c'est l'entrepreneur par nécessité. Les gens viennent à l'entrepreneuriat parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent.
Donc, ils sont prêts à mener une activité, justement, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais malheureusement, c'est très difficile. On fait les affaires pour gagner de l'argent, madame. On fait les affaires pour gagner de l'argent, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas du commerce. C'est différent encore du commerce. C'est vrai que c'est une idée que vous apportez et vous devez, en fait, le challenge dedans, c'est arriver à rendre cette idée-là lucrative, certes, mais il faut que ça serve au maximum de personnes. Mais quand vous développez une idée qui ne sert qu'à vous et qui vous permet de grandir, juste de vous enrichir, vous n'allez pas loin, malheureusement, dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on retrouve le plus aujourd'hui. Les gens pensent à eux, à ce qui leur ferait plaisir, à ce dont ils ont besoin. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. C'est quel est le besoin que les autres ont, que le maximum de personnes a. Parce que justement, pour gagner, il faut viser la multitude, il faut viser le volume. Plutôt que de gagner 100 francs dans un produit dont 10 personnes ont besoin, autant gagner 1 franc sur un produit dont 1 million de personnes ont besoin. Et là, on peut dire que vous changez le monde, vous apportez votre touche. Voilà, exactement. Vous changez le quotidien et vous laissez une trace. Au moins, vous avez résolu le problème, solutionné la difficulté d'un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qui vous a appris d'écrire un livre? Aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt une obligation pour tout entrepreneur dans le contexte dans lequel on est. Parce que la plupart des gens qui viennent, moi surtout en tant que coach, c'est je veux bien entreprendre, mais par où je commence et comment je fais? Et quand on regarde la vie d'entrepreneur, mais c'est une vie de folie. C'est une vie d'incertitude. Comment vous faites pour tenir? Et je me suis dit, on a tous l'obligation, en fait, nous qui sommes déjà dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, de dire aux autres comment nous avons démarré. De leur montrer ce que nous avons vécu comme difficulté pour pouvoir leur laisser, en fait, un pas d'avance, pour qu'ils n'aient pas à refaire le même trajet, à réinventer constamment la roue. Parce que aujourd'hui, le challenge, il est unique et il est commun à toute l'Afrique. Si on veut vraiment développer l'Afrique, il faut se donner les moyens d'y arriver, il faut s'entraider. Donc, en lisant justement ce par quoi je suis passée, ça va donner de la force à la personne qui hésite encore, ça va donner des réponses à la personne qui se pose énormément de questions et ça va donner des pistes à la personne qui veut se lancer. Parce que dedans, j'ai pu expliquer comment trouver l'idée, comment réussir à passer de l'idée à l'entreprise justement, où trouver son financement et voilà, on va évoquer tout cela. Les difficultés. On va évoquer tout cela tout à l'heure. J'ai l'impression que parce que l'État sous les tropiques, parce que l'État en Afrique n'a pas de solution à proposer aux jeunes en matière d'emploi, les emballe dans une brouette et les jette comme on pourrait jeter du béton bien coulé dans une moule qu'on appelle entrepreneuriale désormais, sans les préparer et sans définir clairement le cadre qui leur permettra justement d'exercer. J'ai une mauvaise lecture. Non, je ne dirais pas ça. Quelque part, l'État est visionnaire. Parce que ce qui va développer l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat, justement. Mais c'est vrai qu'il faut des guides. On n'y va pas au hasard. Il faut quand même un certain nombre de boussoles et un certain nombre d'acquis. Et malheureusement, nous n'avons pas d'école pour nous préparer à l'entrepreneuriat. L'école d'aujourd'hui nous prépare à la vie administrative, à la vie dans les bureaux. Quand vous faites attention, nous avons même énormément d'ingénieurs agronomes, mais qui sont plus dans les bureaux que sur le terrain, dans la terre. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas justement comment arriver à affronter les difficultés de l'entrepreneuriat agricole. Donc aujourd'hui, comme moi j'ai l'habitude de le dire à mes entrepreneurs, entreprendre ce n'est pas juste entreprendre un projet, c'est entreprendre sa vie aussi. Donc rien que le fait de vous lancer comme ça vous permet en fait de réussir. Parce que le terrain est vierge, il n'y a pas de balise. C'est tranquille. Exactement, vous tracez. Ils ont beaucoup de difficultés à s'adapter. Ils ont des difficultés à s'adapter justement parce qu'on n'a pas appris à aller à la recherche de l'information. Et ça, c'est un des défauts de l'éducation actuelle. On ne nous apprend pas à aller à la recherche de l'information, on nous donne tout. Donc, on vous dit, c'est difficile. Ou alors, ils vous disent, je n'y vais pas faute de moyens. Vous dites, quel genre de moyens? On vous dit les moyens financiers. Tu veux combien? Et là, il se met à réfléchir. Il ne sait pas combien il veut. Et quand vous lui donnez une somme, quand il arrive à vous sortir un montant, vous lui donnez ce montant, il ne sait pas non plus ce qu'il va en faire. Mais il sait juste qu'il a besoin d'argent pour aller à l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez qu'on a un sérieux souci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me dis, c'est obligatoire pour tout entrepreneur, justement, de pouvoir écrire son histoire, de pouvoir montrer comment il y est parvenu pour que nous puissions avoir au moins des acquis dans ce domaine. Parce que vous voulez entreprendre aujourd'hui, vous allez vers où? Vous allez où? Vous allez vers qui? Donc, on est obligé nous-mêmes de se donner les moyens
d'entreprendre. On est obligé de se donner la main, comme on dit, et on est obligé de former la relève. Donc, en laissant des écrits comme ça permet à quelqu'un qui veut se lancer de pouvoir avoir au moins un point. Est-ce que je parlerai un peu comme l'Ivoirien, est-ce que les gens ne nous blaguent pas quand ils disent qu'ils ont commencé à 0 francs, à 5 francs ou à 25 francs? J'ai lu beaucoup d'ouvrages comme cela, j'ai lu beaucoup de titres de production livresque comme ça, et je me dis, est-ce que là, on ne vend pas du vin aux jeunes qui rêvent d'entreprendre? Bon, pas forcément. Parce que, vous savez, les projets sont grands, justement, et on a même l'obligation de rêver très grand quand on veut entreprendre. Parce que ça nous permet au moins de laisser quelque chose de significatif. Parce que plus le rêve est petit et moins on ira loin. Mais on a également l'obligation de pouvoir fractionner cette idée-là en court terme, en étapes, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et quand vous la fractionnez, vous vous rendez compte que la chose est possible. Demain, par exemple, j'anime une formation qui est comment rendre l'impossible possible. Vous vous rendez compte que plus c'est grand et plus ça fait peur. Mais on peut vaincre l'épreuve de la peur. Moi, je savais où est-ce que j'allais. Je voulais créer une usine, d'accord? Et je voulais vraiment créer de la richesse en Afrique en valorisant tout ce que nous avons. Parce que quand vous voyez tout ce qu'on jette à la poubelle, vous vous rendez compte qu'on a un gros souci. Mais si on apprenait à transformer, on n'aurait plus de soucis de contre-saison et tout serait disponible en tout temps et rien ne coûterait cher parce que justement c'est disponible à foison. Mais le fait que ça disparaisse, qu'on ne sache pas comment le conserver et qu'on attende encore 6 mois pour en avoir ou 1 an pour en avoir, fait que le peu qui existe en ce moment coûte hyper cher. Mais je me suis dit, vas-y mollo. Toi tu sais dans ta tête que c'est une usine. Mais aujourd'hui, tu veux faire quoi? Tu veux prouver qu'on est capable de pouvoir transformer des fruits en jus. Et j'ai fractionné. Moi, j'ai démarré avec 5 000 francs CFA. Sérieusement? Oui, j'ai démarré juste avec une quarantaine d'ananas. Pas une histoire... Du tout. Ah oui? Vous avez énormément de témoins parce que j'ai démarré avec des élèves que j'ai formés et qui ont vu mon parcours en fait. Donc j'ai démarré avec ma quarantaine d'ananas, ma quarantaine de bouteilles et mes 40 bouteilles de jus que j'ai sorties, j'en ai conservé 20 pour la vente, mais 20 pour la dégustation. Donc, quand vous prenez, par exemple, Dale Carnegie, quand il a voulu transmettre, en fait, son histoire, c'est Napoléon Hill qui allait l'interviewer, un simple journaliste. Et il a senti du potentiel en lui. Il lui dit, je ne veux pas que l'interview s'arrête. Ça a duré 3 heures, mais ça peut durer toute une vie. Est-ce que vous êtes prêt à vous embarquer dans une aventure qui va vous rapporter 0 francs pendant 20 ans? Et l'autre a réfléchi, il a regardé sa montre, ça lui a pris 25 secondes pour dire oui. Donc l'entrepreneur, en fait, c'est celui qui sait prendre la bonne décision au bon moment. Donc une fois que vous avez décidé de faire ça et que les gens ont goûté, c'est eux qui réclament en fait. Les vins que j'ai vendus m'ont permis de refaire une production. Mais après, je n'ai pas fait 20 bouteilles, je n'ai pas fait 40 bouteilles. Parce que j'avais des gens qui en voulaient déjà et qui ont payé à l'avance justement pour en avoir. Et ça m'a permis en fait de pouvoir grandir au fur et à mesure. Donc le plus intéressant, ce n'est pas d'avoir un article pour lequel les gens veulent venir payer et de convaincre les gens que ça leur est utile. C'est de leur montrer justement la chose, de susciter le besoin et de faire en sorte que les gens aient acheté avant même que le produit existe. Mais le défi aujourd'hui, c'est le contexte. On a un contexte où c'est difficile de lire les besoins, mais surtout que c'est difficile de commencer à entreprendre et d'avancer parce qu'on a l'impression qu'on ne fait que du copier-coller. Chaque maison pardon, a, je ne sais pas moi, une usine de fabrication de jus par ici ou même un bar, une buvette par ici, etc. Du coup, la concurrence, elle devient très rude et on n'a pas l'impression qu'on a fait de la place à ceux qui vont arriver après. La barre est mise haute. Elle est mise très haute et c'est ce qui va faire la différence justement entre tous ceux qui viennent en entrepreneuriat et ceux qui y resteront vraiment. C'est la créativité que vous apportez. Et aujourd'hui, on a besoin de créativité. Sans créativité, on n'ira nulle part. Moi, comme je le dis, il y a 1 million de gens qui font des jus au Bénin. Mais les nôtres sont consommés pourquoi? Moi, je fais des jus sous une marque qui est bien connue. Mais mes jus sont consommés parce que c'est un service que je rends. Comme je le dis, je ne vends pas des jus de fruits. Moi, je vends du beau, je vends du bon et je vends de la santé. Donc, j'ai ma cible à moi. Il faut savoir pour définir sa cible et apporter en fait ce dont la cible a besoin. Contrairement à ceux qui font uniquement des jus en bouteille, moi, je fais un mélange de fruits
de légumes, d'épices et de plantes aromatiques. Donc, ce que la personne devrait faire chez elle pour arriver à manger ces 5 fruits et légumes recommandés, mais n'a pas le temps de faire. Parce que quand vous devez mixer tout ça tous les matins pour arriver à avoir votre dose de nutriments, c'est un peu fastidieux. Donc, je dis aux gens, mais plutôt que de vous casser la tête et mixer tout ça, mais venez le prendre, on l'a mixé pour vous. Là, le message est différent. Mais quand je dis, viens acheter une bouteille de jus de fruits, il peut la trouver partout. Et la preuve, nous, nos jus de fruits sont à 2500, 3000 francs le pack. Là où nous avons quand même des jus à 1500 francs le pack. Mais il faut faire goûter. Il faut trouver son approche. Déjà son idée et la stratégie. Et la stratégie, c'est ce qui nous démarque en fait. Vous avez parlé d'idée et d'originalité de l'idée. Être créatif, c'est compliqué. Hein? Surtout quand on n'a pas la fibre artistique et du goût. Oui. C'est compliqué. Et tout le monde n'a pas cette singularité de voir autrement ce que tout le monde voit. Voilà. C'est vrai, tout le monde n'a pas cette approche. Mais je trouve que quand on écoute le maximum de personnes, c'est pour ça que quand vous avez une idée, il faut l'éprouver. Mais nous sommes dans un contexte où les gens ont peur qu'on leur vole leurs idées. Mais tant que vous gardez l'idée pour vous, vous ne savez pas si c'est une idée qui pourra aller au bout. Il faut en parler au maximum de personnes, justement, et avoir les retours. Et surtout, écouter les critiques. Parce que c'est en fonction de ça que vous allez mettre en place une idée qui sera viable. Mais aujourd'hui, on a peur d'en parler. Quand vous regardez vous-même le nombre d'appréhensions que vous avez en vous demandant, mais mon idée, est-ce que ça va fonctionner? Comment je commence? Où est-ce que je trouve les moyens? Et que vous vous dites, mais voilà ce que ça donne, je veux que ça donne à long terme. Et que vous êtes obligé de faire tout un travail. Vous vous rendez compte que c'est si complexe que ce n'est pas si facile pour quelqu'un de voler votre idée. Parce qu'il va démarrer, mais il va vous attendre. Tant que vous n'avez pas fait le prochain pas, il ne peut pas le faire. Donc du coup, il faut en parler justement. Et moi, c'est ce que je recommande aux entrepreneurs. Dès que vous avez une idée, parlez-en pour voir. Peut-être que d'autres l'ont déjà expérimenté avant vous. Ils vont vous donner leur retour. D'autres qui sont vos clients vous diront, ah c'est intéressant ton idée, mais moi je ne l'achèterai pas. À moins que. Parce que ce qu'on veut, c'est satisfaire le client. Mais quand on sait ce que notre client veut, mais on sort un produit déjà qui répond à son besoin. Ce qui fait que c'est du sur-mesure qu'il faut produire à la population et non prendre un produit, le mettre sur le marché et essayer de convaincre les gens que ce produit est utile. Et aujourd'hui, c'est comme ça que les gens fonctionnent en fait. On se dit, j'ai une idée, waouh, et on se cache. On travaille pendant des années, on investit à sortir cette idée et c'est en ce moment qu'on confronte maintenant l'idée au marché pour se rendre compte que mais le marché n'a absolument pas besoin de ça. Et vous voyez que l'entreprise disparaît et 2 mois après, elle revient avec un nouveau produit qui cette fois-ci commence maintenant à répondre aux besoins. Mais en même temps, elle a dilapidé toutes ses ressources parce qu'elle a sorti quelque chose dont personne n'a. Vous dites qu'il faut observer juste son environnement pour avoir l'idée. Oui, on regarde avec un œil parce que nous, on regarde tout le temps et tous les matins l'environnement. Des yeux de solutionneurs. Avec des yeux de solutionneurs. Donc plutôt justement, plutôt que de fuir, là où il y a des difficultés, il faut être présent à cet endroit parce que c'est là où se trouvent les opportunités en fait. Moi, dès que j'entends les gens dire « il y a un problème à ce niveau », ça m'intéresse. La semaine passée, on était au salon de l'agriculture, de l'artisanat organisé par le FDA. Et justement, mes filles sont revenues en me disant « Madame, nous, on n'a rien mangé de la journée parce qu'il n'y avait rien qui se vendait. » Et je leur ai dit, mais les filles, vous êtes entrepreneurs. Il n'y a rien qui se vend et vous attendez le soir pour venir me dire ça. J'ai dit, mais c'est une opportunité. Pourquoi vous ne faites pas à manger? Faites pour vous-même et profitez pour en vendre. Mais je vous assure que nous avons fait des sandwichs, nous avons fait des repas, nous avons fait des salades de fruits, des pastels, mais on a tout vendu. On a tout vendu. Et elles ont été surprises. Elles disent, mais madame, on vend énormément. J'ai dit, mais parce que les gens en ont besoin. Dès que vous détectez qu'il y a un problème quelque part, apportez la solution. Voilà. Donc les gens sont prêts à investir pour... Donc il faut regarder autour de soi. Il faut regarder autour de soi. C'est bien beau, hein, de dire tout ça. C'est bien beau. Mais la pratique. La pratique, elle n'est pas évidente. Oui, comment on arrive à garder la tête sur les épaules quand on a chaud, quand on a la pression, quand on a le regard social aussi, parce que plus vous avancez en âge, plus les gens se demandent si vous allez y arriver, plus le temps il passe, plus les gens se demandent si votre idée elle est vraiment la bonne. Et vous-même, vous commencez à douter de vous-même. Comment est-ce qu'on fait face à toutes ces pressions? C'est d'abord beaucoup de volonté. Tant que vous avez de la volonté, vous irez au bout de ce que vous entreprenez. Il faut y croire d'abord. Personne n'y croira si vous n'y croyez pas vous-même. Parce que tous ceux qui sont autour de vous vont tout faire pour vous décourager. C'est la première chose. Et vous acceptez l'isolement. Si vous n'acceptez pas d'être seul
ça va être très compliqué. Parce que c'est beaucoup de stress, en fait, beaucoup d'anxiété. Et seules les personnes qui vous aiment vraiment, ou des personnes qui entreprennent déjà, peuvent comprendre ce par quoi vous passez. Ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde sent que vous êtes à fond dans ce que vous faites. Vous ne respirez que ça, vous ne parlez que de ça, vous ne mangez qu'entrepreneuriat. Et puis bon, les gens commencent à reculer et à s'en aller tout seuls parce qu'on se dit, il est sur sa planète. Donc, il y a beaucoup qui aimeraient faire comme vous, qui n'ont pas le courage de le faire, qui vont vous décourager, vous dire, ça ne fonctionnerait pas. Il y en a beaucoup qui se disent, mais pourquoi je n'y ai pas pensé, qui essayent de vous décourager dès que vous abandonnez, mais ils profitent parce que vous avez déjà balisé le chemin, ils vont prendre ce chemin. Et il y a beaucoup qui se disent, mais on est tous ensemble et la façon dont je le vois partir, il va sortir du lot. Donc il faut le conserver à notre niveau et qui vont tout faire justement pour que vous ne fassiez pas voir au monde entier que eux, ils sont incapables ou qu'ils dorment. Donc en ce moment, vous êtes obligé de vous réfugier, comme je dis, à l'intérieur de vous-même. Et c'est pour ça que je dis que entreprendre, c'est surtout entrer en soi pour aller chercher les ressources. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous tournez vers d'autres personnes qui sont passées par le même chemin ou qui vivent la même réalité. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de cercles d'entrepreneurs qui se créent. Donc, il faut se rapprocher justement de ces cercles-là, voilà, pour partager les expériences. Voilà, d'où le geste que j'ai posé en écrivant ce livre, parce que ce qu'on gagne en écoutant les expériences des autres, c'est beaucoup plus important en fait que ce qu'on gagne dans une école. Moi, j'ai reçu une stagiaire qui commence ce matin et je lui ai dit, tu es en quelle classe? Elle me dit, je suis en 2e année, je passe en 3e année. Je lui ai posé 2-3 questions, elle n'a pas pu y répondre. J'ai dit, tu as déjà produit? Elle me dit jamais. Tu es rentrée dans une salle de production? Elle me dit jamais. Je dis, mais tu passes en 3e année et l'année prochaine, tu seras sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, mais madame, c'est pour ça que je suis là. Donc, vous imaginez, la théorie ne vaudra jamais la pratique. Et le meilleur moyen de pouvoir tenir, justement, c'est de voir comment ceux qui y sont tiennent. Et c'est ça, l'expérience des autres, en fait, qui est notre maître à nous et qui va nous permettre de savoir que si ça a été possible pour lui, alors c'est possible pour nous. S'il l'a fait, on l'a fait. Parce que les exemples qu'on nous donne aujourd'hui, ce sont des exemples de l'Europe, de l'Amérique, d'ailleurs, et on se dit, leur environnement le permet. Donc, il est vraiment temps que les entrepreneurs béninois et africains commencent à parler de leurs expériences pour que les autres voient que c'est dans les mêmes conditions, dans le même pays, dans le même environnement, que d'autres ont commencé à construire quelque chose. Et en ce moment, ceux qui hésitent encore se diront, donc c'est possible chez nous aussi. Et c'est de ça, en fait, qu'on a besoin pour aller très loin. Vous dites qu'il y a du positif dans les difficultés. Il doit y avoir un amour de difficultés à ce niveau. Si vous n'aimez pas la difficulté, il ne faut pas venir à l'entrepreneuriat. Je vous assure que c'est un chemin jalonné de difficultés. Parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. L'entrepreneur découvre au fur et à mesure. Vous avez beau prévoir dans tous les sens du terme, anticiper, sortir des stratégies, des plans A, des plans B, il y a toujours un petit souci quelque part qui sort de nulle part pour vous déstabiliser. Et en ce moment, il faut avoir le réflexe en fait de prendre du recul justement pour se dire qu'est-ce que je fais dans ce cas. Et c'est justement cette solitude-là qui va vous permettre de pouvoir prendre du recul. C'est le fait de faire mûrir votre idée qui va vous permettre de pouvoir prendre ce recul nécessaire. Et le seul moyen de faire mûrir son idée, c'est d'en parler auprès du maximum de personnes pour avoir justement les retours de ces personnes-là. Parce que ce que vous n'avez pas vu en pensant à votre idée, 10 personnes vont le développer de 10 autres façons. Donc le jour où vous vous retrouvez confronté à un souci, vous vous dites « Ah mais au fait, telle personne avait dit que… » Et ça vous donne en fait la force d'aller plus loin. Mais la difficulté, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? C'est que la difficulté nous pousse dans nos retranchements. Et comme je le dis, quand vous êtes au CI, vous appréhendez de passer au CP. Parce que vous vous dites, ça a l'air difficile ce qu'ils font là-bas. Mais une fois que vous êtes arrivé au CP et que vous avez fait le CP, vous vous dites, oh, mais c'est facile. Et quand vous dites, vous passez au C1, vous avez moins peur que quand vous passiez au CP. Donc la difficulté, quand vous êtes arrivé au bout d'une difficulté, ça vous permet de vous dire, ok, d'accord, mais on connaît. Et on passe à autre chose. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est ça. Hein. Ce sont des étapes à franchir vers la connaissance de nous-mêmes et vers l'idéal que nous sommes, en fait. J'ai remarqué que la plupart des femmes qui écrivent
pour parler d'entrepreneuriat ou pour parler de vie professionnelle, ont toujours ce petit coin qu'elles réservent à la vie de famille, comment concilier la vie de mère et de femme au foyer avec... C'est quoi, en entreprise, les difficultés identifient le sexe? Pourtant pas. Pourtant pas. C'est curieux. Pourtant pas, non du tout. Bon, il faut dire que les femmes ont beaucoup plus de difficultés en entrepreneuriat que les hommes. Oui. Parce que les femmes ont à charge l'éducation des enfants, les tâches ménagères, la gestion du foyer, voilà, la gestion de leurs propres émotions et de leur vie de femme. En plus maintenant de la gestion de leur activité. Mais les gens ont tendance à dire, ben, une femme, c'est facile à lever un fonds. D'ailleurs, même quand ils écrivent des projets, ils mettent les femmes devant pour aller solliciter les aides parce qu'elle a un joli sourire, elle peut faire fléchir le PDG ou le directeur de la... C'est loin d'être le cas. Ah, oui. Parce qu'aujourd'hui, combien de femmes, quand vous regardez les garanties qu'on nous demande aujourd'hui, combien de femmes ont des garanties immobilières? Le foncier, nous sommes dans un environnement où le foncier n'était pas féminin. C'est aujourd'hui que les femmes aspirent à être propriétaires fonciers. Et vous allez vers des autorités financières qui vous disent, sans le foncier, nous on n'accorde pas de prêt. Donc c'est déjà plus difficile pour les femmes. Mais là où les femmes gagnent, c'est que on s'est rendu compte que sur 100% de prêts octroyés, 97% ont été remboursés par les femmes. Et quand la femme doit, elle a beaucoup plus de scrupules moralement et elle a plus de poids sur la conscience que l'homme quand il doit et qui n'a pas encore remboursé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens donnent de plus en plus de prêts aux femmes pour pouvoir les accompagner parce qu'elles paraissent beaucoup plus crédibles. Mais l'autre difficulté pour les femmes en entrepreneuriat, c'est quoi? L'autre difficulté, c'est justement arriver à concilier tous les pans de sa vie. Parce que vous le disiez tout à l'heure, quand on écrit, on parle toujours de nos enfants, on parle toujours de la famille. Parce que c'est eux qui, quelque part, nous donnent la force de continuer. Parce que c'est pour eux qu'on se bat. Et quand ils croient en votre projet, ils le portent encore, plus que vous. Moi, quand j'ai commencé, j'ai impliqué mes enfants dès le départ. Donc, à un moment donné, quand j'avais des difficultés et que je doutais, je me disais, bon, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Ça paraît tellement difficile, est-ce que c'est encore faisable? Je me retourne, je les regarde tous les trois et je lis tellement d'espoir et d'admiration dans leurs yeux que je me dis, on y va. Parce que je me dis, si tu abandonnes aujourd'hui, qu'est-ce que tu les donnes comme exemple? Parce que là, ils ont cru en toi, ils ont tout abandonné, ils t'ont suivi. Et qu'est-ce que tu leur montres? Que quand on commence et que c'est difficile, on s'arrête. Donc c'est eux en fait qui m'ont donné la force de pouvoir aller loin. Et aussi petits qu'ils soient, je vous assure que souvent les enfants ont un regard tout neuf que nous n'avons pas. Et ils vous donnent des idées qui paraissent simples, mais la solution est dans la simplicité. Et vous vous rendez compte que mais ce qu'il dit a l'air enfantin, mais c'est tellement vrai. Et un adulte n'y aurait pas pensé parce que nous, on a le poids du quotidien et on voit les choses autrement. Et arriver à concilier aujourd'hui la vie privée et la vie familiale, c'est déjà un grand facteur de succès dans l'entrepreneuriat. J'avoue que je n'ai pas vu le temps passer. On est arrivé à la fin, là? Déjà. Un mot pour finir? Ça va vite. Très vite, oui. Ben, n'hésitez pas à entreprendre. Croyez en vous. Croyez en votre projet. Impliquez le maximum de personnes. Mais quand vous voulez entreprendre, ne vous basez pas sur l'entourage immédiat. Vous voulez entreprendre, allez justement vers des gens qui sont déjà dans le domaine qui vous intéresse. Des gens qui réussissent déjà dans ce domaine-là et qui sont capables de vous apporter un plus de par leur expérience. Parce que, comme je le dis, seul le bijoutier connaît la valeur du bijou. Prenez un bijou, allez vers un marchand de poissons, il va le regarder. Voilà, il n'a rien à vous proposer. Il va même vous décourager, vous dire, mais ça a l'air d'être de la camelote. Allez vers le bijoutier, il vous dit, ben waouh, vous l'avez trouvé où? Il va vous encourager. Donc c'est déjà tellement difficile et c'est déjà tellement de stress que vous avez justement besoin de personnes qui vous encouragent. Donc sachez vous entourer, c'est très important. Et quand on parle de la question du financement, ça peut se résoudre par 1001 manières. Il faut juste détecter les compétences dont vous avez besoin quand vous avez mûri l'idée et vous allez vous associer à des personnes qui ont ces compétences-là. Parce qu'on peut s'associer sans que les gens donnent de l'argent, mais les gens peuvent apporter leurs compétences en retour. Voilà. Et quand vous êtes le meilleur dans le domaine que vous avez choisi, vous irez forcément très très loin. Parce qu'il ne suffit pas d'entreprendre pour entreprendre, il faut partir en se disant
je serai leader dans ce domaine, je serai le meilleur. Et à la destination. Exactement. Entrepreneuriat ou appel de la destinée. Thekle Abiala, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. C'était donc un plaisir d'être venu vous voir et d'échanger à nouveau autour de ce bouquet qui quand même est très riche, faut-il le dire. Disponible dans les librairies à Cotonou? Non, il est disponible en ligne. Voilà, sur le site nellyabiala.com. Voilà. Et là, on peut vous le livrer partout. Il est disponible déjà au Bénin, il est disponible au Sénégal, il est disponible au Mali. Voilà. Et bientôt disponible dans les autres pays. Vous pouvez y accéder facilement. En ligne, c'est gratuit? En ligne, c'est pas gratuit. Ah, d'accord. Voilà. Il coûte 15 000 francs. 15 000 francs CFA. Exactement. C'est une mine d'or, en tout cas, un recueil de secrets assez intéressant. Merci encore une fois d'avoir partagé ces moments avec nous. Passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Passez de bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Moi, je vous retrouve samedi prochain à partir de 11 h. D'ici là, vous portez très bien. Bon week-end.